se reproduire. Voici comment ce mécanisme fonctionne au niveau d'une synapse. Vous avez d'un côté la terminaison nerveuse de l'animal normal qui libère la dopamine. Cette dopamine ensuite va se fixer sur les récepteurs, qui sont donc sur la cellule réceptrice ici. Et rapidement, cette dopamine est recaptée par le transporteur de la dopamine ici. Donc recaptée et va regagner l'intérieur du neurone. Chez la souris normale, à laquelle on a injecté de la cocaïne. La cocaïne, psychostimulant comme l'amphétamine, est une molécule qui va bloquer le transporteur de la dopamine. Chez notre animal knockout, vous avez toujours votre terminaison ici, libération de dopamine, activation des récepteurs, mais plus de recapture. Donc vous avez beaucoup de dopamine ici à la synapse, et cette dopamine active les récepteurs de façon très importante, et vous voyez cette hyperlocomotion. Elles sont beaucoup plus actives et en fait elles ont un comportement qui est tout à fait identique à celui qu'a la souris normale que vous avez vue, à laquelle on a injecté de la cocaïne. Une fois qu'on comprend ces systèmes, on peut identifier des leviers sur lesquels on va aller tirer pour mettre en jeu moins de libération de dopamine, plus de libération de dopamine, et ensuite aller chez l'homme et tester ces hypothèses avec des molécules qui sont à notre disposition ou qu'on va développer dans les années qui viennent. Donc évidemment, ce modèle souris, on ne va pas lui demander des troubles de la pensée comme ceux qu'on observe chez l'homme, mais tout ce qui est derrière ces troubles de la pensée, toute la neurobiologie, elle est strictement la même. C'est juste l'expression de cette neurobiologie qui, par exemple, chez la souris, va s'exprimer par du mouvement et qui, chez l'homme, va s'exprimer par un flux de pensée. C'est en étudiant ces mécanismes sur les souris knockout que les chercheurs peuvent identifier les innombrables fonctions de la dopamine dans notre cerveau. Des études qui déboucheront un jour sur de nouveaux médicaments. À l'université de Cambridge, Barry Everitt dirige le département de psychologie expérimentale où il étudie le rôle de la dopamine dans la prise compulsive de drogue. Ce qui est intéressant avec ces drogues, c'est qu'elles affectent directement le mode opératoire de ce circuit de la dopamine. Mais les opiacés, comme l'héroïne et la morphine, interagissent avec leurs propres cibles dans le cerveau. Ce sont des récepteurs et des cibles qui ne sont pas ceux des neurones à dopamine. Elles interagissent avec ce qu'on appelle les récepteurs opioïdes. La nicotine, comme son nom l'indique, interagit avec le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Le cannabis interagit avec le récepteur cannabinoïde. L'alcool interagit avec beaucoup de choses, parmi lesquelles les récepteurs NMDA et GABA. Donc, chaque différente classe de drogue a sa propre cible chimique dans le cerveau. Et l'une des grandes théories qui prévaut pour expliquer pourquoi toutes les drogues sont addictives, bien qu'elles viennent de classes différentes, c'est qu'à travers leurs différents sites d'action primaire, leur action converge vers ce circuit de la dopamine. Donc, d'une façon ou d'une autre, la dopamine monte au cerveau. La dopamine ne monte pas n'importe où dans le cerveau. Elle se concentre dans le cerveau limbique, en particulier dans le striatum, qui gère nos mouvements réflexes et inconscients. Et c'est au cœur du striatum que l'on trouve le noyau accumbens. Depuis 10 ans, l'étude de cette zone, à la fois minuscule et cruciale, a déclenché une petite révolution dans les neurosciences.
De la vie générale, le noyau accumbens semble être le centre des sensations de plaisir provoquées par la dopamine. Comparé à d'autres sources de récompense et aux sensations subjectives de plaisir, comme manger, boire ou faire l'amour, ce que vous faites quand vous accomplissez ces comportements est clairement très différent. Vous recherchez l'objet de votre motivation. Vous recherchez la nourriture, vous recherchez l'eau, vous recherchez le sexe. Ensuite, vous êtes engagé dans un comportement particulier, comme manger avec tout ce qui se passe quand vous mangez. Vous goûtez les choses, vous les avalez, vous les ingérez et le glucose est libéré. Et nous pensons qu'à certains points de ce processus, peut-être même dès les premiers instants où vous portez la nourriture à votre bouche, vous changez l'activité du système de la dopamine. Et cela a été mesuré. Avec les drogues, vous n'avez aucun de ce qu'on appelle souvent les comportements de consommation. C'est-à-dire quand vous mettez des choses dans votre bouche, que vous mangez, que vous mâchez, ou quand vous vous engagez dans une copulation. Quand quelque chose vous rentre dans un bras ou dans une veine, ou la fumée dans le nez, c'est un court-circuit qui frappe le système de la dopamine, directement et rapidement, sans aucun de ces autres préliminaires. D'où cette idée de détournement du système, de récompense du cerveau. Sous l'action de la cocaïne, la dopamine reste active dans les synapses 300 fois plus longtemps qu'à l'état normal. Certaines études montrent que cette avalanche dans le cerveau des cocaïnomanes finit par endommager les récepteurs de la dopamine. S'ils se réparent tout seuls, ils ne retrouveront jamais leur efficacité initiale, même après des années d'abstinence. Des dégâts cérébraux qui entraînent des symptômes dépressifs et des difficultés de concentration. L'insouciance des années 1890 semble bien loin. Les débuts du cinématographe coïncident à peu près avec la découverte de la cocaïne. Longtemps en vente libre, la cocaïne est immédiatement adoptée par les artistes, les stars d'Hollywood et le milieu de la nuit. La cocaïne, comme un médicament miracle, est même recommandée par le docteur Sigmund Freud à ses débuts. Mais la cocaïne se boit surtout sous la forme du célèbre vin Mariani, dont les clients enthousiastes comptent des champions sportifs, des grands écrivains et le pape Léon XIII. Le Coca-Cola contient de la cocaïne jusqu'en 1903 et se présente alors comme un tonique du cerveau et une boisson revigorante. La cocaïne est finalement interdite dans le monde entier à partir de 1914. En provoquant un afflux constant de dopamine dans les synapses, la cocaïne démultiplie l'euphorie et l'énergie mentale pendant quelques instants. Pour le neurobiologiste Wolfram Schultz, ce bombardement de dopamine conditionne le cerveau à rechercher le même type de sensation. C'est un signal de récompense pour le noyau accumbens. Grâce au circuit de la dopamine, la récompense active de façon importante le noyau accumbens. Si l'on montre à un être humain l'image de quelque chose de gratifiant, par exemple un billet de 10 livres, et qu'on observe son cerveau, le noyau accumbens va être nettement stimulé. Ce phénomène est dû à l'activation du système de la dopamine qui arrive dans le noyau accumbens. La récompense stimule aussi le striatum, mais un peu moins.
Une récompense peut être un liquide, de la nourriture, un stimulus sensoriel ou visuel. Cela peut être aussi de la bonne musique. Il n'existe pas d'organe sensoriel spécifique pour la récompense. La récompense est définie par le comportement et elle a peut-être 3 fonctions majeures. La première fonction, c'est qu'on revient vers une source de récompense. Par exemple, j'appuie sur le bouton d'une machine, je ne sais pas ce qui va se passer, et une bouteille de coca sort. J'aime le coca, je vais donc le refaire. C'est la fonction d'apprentissage de la récompense. La deuxième fonction, c'est qu'à partir du moment où l'on identifie une récompense, on s'en approche, on se dirige vers elle. On s'éloigne d'une punition et on se rapproche d'une récompense. Donc on peut dire que le comportement d'approche